Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir notre confrère journaliste, ancien correspondant aux États-Unis, Guillaume Debré, pour son roman L'affaire Lafayette, chez Robert Laffont. Alors ça tombe bien puisque Lafayette a appareillé pour l'Amérique un 26 février. Il avait 10... Avril. Pourquoi je dis février, moi? Merci, heureusement que vous veillez à la bonne tenue de cette émission. Il avait 19 ans. Et comme aujourd'hui, c'est le Duo Day auquel Canal+ est associé. Caroline Pilastre, que je salue, mènera cette interview avec vous, David. Je rappelle que le Duo Day est une action européenne pour soutenir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Caroline est par ailleurs militante associative, malvoyante, depuis l'âge de 13 ans. Elle possède le statut de travailleur handicapé. Bon, c'est pas le tout. Il va quand même falloir clarifier cette affaire Lafayette, monsieur Abiker. C'est un duo aussi, d'ailleurs. C'est un duo, c'est celui de Lafayette et de George Washington, ouais, le président des États-Unis. Et ça raconte une histoire basée sur une rumeur qui excite le narrateur du livre, qui est un roman, est un journaliste et qui enquête sur une rumeur selon laquelle Lafayette, qui a 20 ans, part pour les Amériques pour aider les États-Unis dans leur guerre d'indépendance, aurait été trahi par George Washington, qui l'aurait laissé être enfermé par les Autrichiens de 1792 à 1797, sans lever le petit doigt, pour secourir son allié, car Lafayette est quasiment un cofondateur des États-Unis, puisqu'il a aidé les Américains dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais. Alors ma question, Guillaume Debré, c'est tout simple. Est-ce que vous êtes allé chercher cette histoire noire du grand amour franco-américain? Parce que c'est la face cachée de la relation franco-américaine que vous dévoilez là. C'est exactement ça. Alors les faits historiques, ils existent. Effectivement, Lafayette a accroupi dans un cachot autrichien après la Révolution française, après être rentré des États-Unis pendant 5 ans. Et l'histoire est vraie. Washington a refusé d'intervenir de manière officielle parce qu'il ne voulait pas mettre le doigt dans l'engrenage européen, se mêler des affaires du vieux continent qui était dévasté par la Révolution française, le Valmy, les Autrichiens. Et donc il s'est dit, nous, pour protéger la Nouvelle République, on ne va pas s'y... Pas d'ingérence. Si je défends mon ami Lafayette, eh ben, les Autrichiens vont être extrêmement choqués. L'alliance avec l'Angleterre va exploser. Donc, je le laisse croupir. Il a choisi la raison d'État et non pas l'amitié, pas les sentiments. Tout ça, c'est vrai. L'histoire commence avec la dernière lettre que Lafayette écrit à Washington quand il sort de ses 5 années de cachot. Washington n'a rien fait. Lafayette sort finalement de prison grâce à Bonaparte, mais Bonaparte ne veut pas de Lafayette, qui est un hurluberlu. Personne ne voulait de lui. Personne ne voulait de lui. Il a mis le bordel en France avec la Révolution française. C'est un épris de liberté. Il se dit, oh là là, il y a le Directoire, il va venir nous parler de liberté. Et donc Lafayette est exilé. Il ne sait pas très bien où aller. Il écrit à son ami George Washington, qui n'est plus président, et il lui demande l'exil. S'il te plaît, accueille-moi aux États-Unis parce que je ne sais plus où aller. Et Washington dit non. Cette lettre, elle est vraie. C'est la dernière lettre que Lafayette a écrite à Washington. Washington lui a répondu non, tu ne viendras pas chez nous parce que nous avons des relations compliquées avec la France. Alors qu'il a la nationalité américaine, Lafayette. Alors qu'il a la nationalité américaine, c'est un peu compliqué parce que le Congrès aurait dû lui donner, que ça n'a pas été encore reconnu, mais bon. Alors qu'il pourrait légitimement... et donc ce journaliste, William Castillon, va révéler, ça c'est de la fiction, va révéler la lettre, scandale évidemment aux États-Unis. L'histoire se passe en 1830 et le narrateur, William Castillon, le journaliste, va être envoyé en France au milieu de la Révolution de Juillet. Caroline ? J'ai apprécié votre roman historique qui se lit, me concernant, s'écoute comme un thriller. Moi, j'aurais aimé savoir pourquoi, à votre avis, le marquis de Lafayette n'est pas étudié à la hauteur de nos grands personnages historiques, contrairement aux Américains, pour qui c'est un libérateur héroïque. Parce qu'on n'étudie que son histoire, que ses propres héros. Et qu'il est héros en Amérique, il est totalement oublié, et c'est une astérix de l'histoire dans l'histoire française. Il n'a rien fait. Il aurait pu prendre le pouvoir en 1790 lors de la fête de la Fédération. C'est l'homme le plus important, il est le chef de la garde nationale. Il ne le fait pas. Il aurait pu prendre le pouvoir en 1830, la Révolution de Juillet. Les Républicains le portent au sommet de sa gloire. Ils veulent qu'il devienne président. Il n'ose pas, il hésite. Il est donc, j'allais dire, le perdant de l'histoire, et donc il ne sera pas... On ne se souvient plus de lui en France. Mais ce que vient de vous dire Caroline est tout à fait vrai, c'est quand même frappant. Je suis désolé, mais en gros, Lafayette en France est connu essentiellement à cause des galeries Lafayette. Il a le droit à une rue pas très jojo dans Paris. Et elle est longue. Et alors qu'aux États-Unis, c'est un univers. Enfin, moi, tous les Américains que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont parlé de Lafayette. Dans les Aristochats aussi.
Ah Il oui, y a très un bien. chien qui s'appelle Lafayette. Vous avez tout à fait raison. Chargé, Bien il dit sûr. chargé et les chiens chargent. Il y a un nombre incalculable de villes qui s'appellent Lafayette. Il y a des avenues. Aux États-Unis, c'est un phénomène majeur quand même. Mais Yves, la jeunesse de ce livre, je vais vous faire une confidence, ce livre est dédié à mon père, elle vient d'une discussion avec mon père, j'habitais aux États-Unis, j'y ai passé 16 ans, et je rentre en France, et on parle de Lafayette, et mon père me dit mais Lafayette c'est un loser. Et moi je lui dis mais comment dis-tu ça? Enfin, c'est l'homme qui a 19 ans, a traversé l'Atlantique, s'est engagé pour la liberté, est venu combattre auprès des Américains, et j'ai compris la différence de regard entre la France et l'Amérique. J'ai compris aussi la différence entre la notion française de république et la notion américaine de république. Et c'est ça ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce roman, qui est en fait un peu le roman de ma vie. J'ai passé une partie de ma vie aux États-Unis, une partie de ma vie en France. Et il faut dire aux États-Unis que Emmanuel Macron, hier, il a fait son discours au Congrès. Entre deux tableaux, il y a un portrait de George Washington à gauche et puis il y a un portrait de Lafayette à droite qui n'a pas été posé là par hasard. Et ça aussi, ça montre la présence de Lafayette aux États-Unis, dans l'univers américain. Mais ce livre ne plaira pas aux Américains. Parce qu'il déconstruit l'idée, le fantasme que les Américains ont de Lafayette. Évidemment qu'on ne retient que la partie glorieuse d'une histoire. On ne va pas chercher... mais il y a, dans cette histoire, Lafayette, c'est un personnage curieux, qui aime la gloire, qui aime la renommée. Il n'aime pas la politique, il n'aime pas la compromission, la manigance, il n'aime pas se salir les doigts. C'est un aristocrate. Et quand il arrive aux États-Unis, il est tout jeune, il ne rêve que d'une chose, c'est de gloire militaire. Il ne rêve que de devenir le héros français. Et au début, ça ne se passe pas très bien. Washington ne veut pas lui donner le grade qu'il veut, le commandement qu'il veut. C'est normal qu'on se méfie un peu de lui. J'entends bien. Voilà. Washington n'aimait pas les Français. Non. Il a combattu les Français Ça, on quand l'a bien ils compris, servaient oui. dans C'est très explicite dans votre livre. Et donc voilà, donc c'est un personnage ambigu, complexe, et j'avais envie de raconter ça. Mais les Américains n'aimeront pas. Pourquoi il ne nous aimait pas, Washington? Parce qu'il avait combattu dans l'armée anglaise, il était officier de l'armée britannique, et il avait combattu dans un épisode dont on ne se souvient pas beaucoup, mais qui est très important dans l'histoire américaine, qui s'appelle la guerre de 7 ans, The French Indian War pour les Américains. Caroline? Oui, moi je voulais faire un parallèle avec l'actualité, évidemment, hein, parce qu'on était en plein dedans avec Emmanuel Macron, qui a été visiter les Trump, la Maison-Blanche, qui a été extrêmement ovationné. En quoi est-ce que vous pensez que le président Emmanuel Macron incarne les valeurs de Lafayette actuellement? Si tel est le cas. Si tel est le cas, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'il incarne les valeurs de Lafayette. Je ne voudrais pas m'immiscer dans un sujet de politique actuelle, c'est pas mon rôle, mais Lafayette était effectivement un obsédé de cette liberté au sens américain du terme. Et il n'a rêvé que d'importer ce que les Américains considèrent comme la liberté, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, on peut tout faire. C'est le pays vraiment où l'État ne doit pas interdire les choses. On a une conception différente en France. Je pense que la conception d'Emmanuel Macron, elle est quand même un petit peu plus française qu'américaine, même si pour nous, on a peut-être un regard un peu différent. Il a une conception quand même d'un État fort, d'un État solide, d'un État structuré. Les Américains n'aiment pas l'État. Ils ont en commun leur jeunesse, et moi, c'est ça qui me fascine dans le personnage que vous avez ressuscité. C'est qu'il y a 241 ans exactement, le 26 avril, il y a un môme de 19 ans qui affrète un bateau avec la fortune de son père. Il le remplit de 5000 fusils et il embarque pour les États-Unis à 19 ans. Et je veux savoir qui est ce gamin de 19 ans qui part à l'aventure. C'est un jeune Auvergnat d'une famille aristocrate militaire. Il est orphelin à 19 ans. Il a perdu son père, sa mère est morte jeune, son grand-père l'élève mais il vient de mourir, il a surtout une énorme fortune et il est marié à l'une des plus grandes familles françaises, les Noailles. Mais il est mousquetaire du roi, mais il s'embête, il n'y a pas de guerre, c'est un aristocrate, il est fait pour faire la guerre. Leitmotiv, en fait. Voilà, et il dîne le soir avec le duc de Gloucester à Metz, et le duc de Gloucester, le frère du roi d'Angleterre, lui raconte les colonies, l'Amérique, la rébellion pour la liberté, pour l'idéal, pour casser un peu les fers de la royauté. Et il se passionne, il s'enthousiasme et il se dit mais c'est là-bas que je vais devenir quelqu'un, c'est là-bas que je vais me faire un nom. Il fait toutes les manigances. Le roi ne veut surtout pas qu'un Français aussi noble que lui, avec un rang de capitaine dans le célèbre régiment des mousquetaires du roi, parte
il y en avait encore en 1776, des mousquetaires, partent pour l'Amérique. Et donc, il va tout faire pour, j'allais dire, semer les espions du roi qui sont à ses trousses. Il va s'engager, il va affréter un bateau, monter dedans le 26 avril, et il part pour l'Amérique contre la volonté du roi. Et quand il revient en 1780, auréolé de gloire, il pourrait aller au cachot. Heureusement qu'il a gagné, sinon il partait pour le cachot. Il a fait 3 fois l'aller-retour dans sa vie. Il a fait 4 fois l'aller-retour. 4 fois l'aller-retour. Mais 2 ça fois prenait pendant combien de temps, excusez-moi, à l'époque? Ça prenait entre 40 et 60 jours, ça dépendait Parfois, on n'y arrivait pas, hein. Mais il a fait donc 2 fois pendant la guerre d'indépendance, une fois pour aller voir Washington, et puis en 1824, le président James Monroe, qu'il a rencontré pendant la guerre de Révolution, l'invite à faire un voyage triomphal qui va durer 1 an et demi. Il va faire les 28 États, je crois, à l'époque des États-Unis. Et ça va solidifier encore plus sa gloire, puisque c'est le dernier des pères fondateurs, des hommes de la guerre d'indépendance, qui va venir voir les jeunes Américains et leur parler de cette révolution de 1776. Caroline? Oui, moi je voulais également savoir, depuis la Révolution française, les Américains nous prennent, nous petits Frenchies, pour un peuple de râleurs, suffisants, arrogants, qui ont des convictions, qui sont toujours en rébellion, mais à l'arrivée, peu d'action. Est-ce que, justement, pour en revenir à la politique, vous allez vous dire, elle est obsédée? Pas du tout. Mais pas Non, du tout. c'est l'actualité aussi. Hein. On est en plein dedans. Est-ce qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, l'image a changé pour les Américains sur la réputation que nous pouvons avoir et que nous avons eue depuis cette période? D'abord, certes, beaucoup d'Américains pensent effectivement qu'on est un pays de râleurs. Je ne sais pas si c'est volé comme réputation, mais c'est vrai qu'ils ont cette perception-là. Mais Après la précédente partie de l'émission, qui était consacrée à nos syndicats, je vous affirme que non. absolument. Mais vous savez, pour les Américains, ce qui est important, c'est qu'ils ont une image de notre pays. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le connaissent. Et donc, la France, certains l'aiment, d'autres la détestent, mais au moins elle ne laisse pas indifférente. Et ça, c'est très important. Quant au nouveau Lafayette dont vous voulez me faire parler, Emmanuel Macron, effectivement, c'est vrai que depuis je rentre des États-Unis, j'étais dans l'Utah il y a 3 jours, c'est vrai qu'aux États-Unis, il a changé la perception de la France. C'est un pays aujourd'hui qui intrigue, plus moderne, une image plus entrepreneuriale, ce qui n'était pas exactement l'image qu'on nous collait à la peau. Et c'est vrai qu'il est en train petit à petit de changer cette image d'un vieux pays et plutôt d'un pays avec une plus grande vitalité politique et économique. Qu'est-ce qui fait que Lafayette n'a pas trouvé sa place dans nos panthéons? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à le classer, à le mettre sur le même piédestal que des Benjamin Constant, et même des Robespierre, qui sont des stars, des Mirabeau, des grands intellectuels de la Révolution, des Rousseau, des grands militaires? Pourquoi c'est le parent pauvre dans tout ça? Parce qu'il n'a jamais gagné. Parce on ne retient que les... Non mais c'est vrai, on ne retient que les vainqueurs écrivent l'histoire. Évidemment, les vainqueurs écrivent l'histoire. Lui, s'il avait pris le pouvoir en 1790, s'il n'avait pas déserté l'armée française en 1792, 3 mois avant Valmy, il faisait partie de l'armée du Nord, mais il sentait bien que Robespierre allait lui couper la tête. Lui, qui était un aristocrate libéral, ça allait mal finir, donc il s'en va. Si il avait pris le pouvoir en 1830, même s'il était vieux et a établi une nouvelle république, même une monarchie constitutionnelle avec lui, alors forcément Lafayette aurait été... mais il n'a jamais eu peur. Je l'écris dans mon livre, et ça c'est moi qui parle. Je viens d'une famille qui aime la politique, qui respecte les hommes politiques. Ce n'est pas un homme politique. Il n'aime pas la souillure, la manigance, le compromis. C'est parfois laid, la politique. Lui ne veut pas se salir les mains, et donc il n'a jamais réussi à prendre le pouvoir. Merci beaucoup Guillaume Debré. L'affaire Lafayette sort aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Merci à Caroline Pilas de nous avoir accompagnés pour cette interview à l'occasion du Haut-Day. J'ai une question pour vous en quelques mots. Elle sert à quelque chose cette journée, en dehors du plaisir qu'on ait en ce moment ce soir à travailler ensemble? Merci Yves, c'est très agréable pour la remarque. Je pense que toute sensibilisation est bonne à prendre. Ouais. Bien sûr que beaucoup en parlent comme étant un coup de communication, mais moi qui suis la première à sensibiliser sur le handicap visuel et le handicap dans sa globalité, j'estime que c'est quand même nécessaire parce que nous sommes 12 millions en France, qu'il y a peu d'intégration encore à ce jour, que nous sommes extrêmement en retard en termes administratifs, de scolarisation, socialement parlant, et que de ce fait, nous devons avoir une visibilité plus importante, politique, médiatique,
extérieure, quelle qu'elle soit, parce que nous sommes des individus à part entière et que, je tiens à le rappeler, la maladie comme le handicap peut toucher tout le monde du jour au lendemain. Personne n'est à l'abri de rien. Et vous venez de nous prouver que les handicapés ou les personnes en situation de handicap sont des travailleurs comme les autres. Et nous avons pris beaucoup de plaisir aussi à vous accueillir ce soir. Merci. Vous restez avec nous l'une et l'autre. On va faire un petit point météo avec Camille Lavabre.